tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui concerne l'aide sociale envers les ascendants dans le cadre de la solidarité familiale. Pour répondre à ce sujet, nous allons recevoir différents intervenants. Tout d'abord, Aurélie et Pauline, toutes les deux étudiantes en Master 1 à l'Université catholique de Lille. Bonjour Pauline, bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour. Donc Pauline, vous êtes ici pour nous parler des liens qui existent entre la famille et l'État dans le cadre de la solidarité familiale. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est la solidarité familiale? Oui, bien sûr. Donc en quelques mots, la solidarité familiale consiste en une entraide de nature matérielle qui va exister entre des personnes qui vont présenter un lien de parenté. Donc finalement, on va retrouver cette solidarité familiale entre les différentes branches de la famille. Cependant, c'est bien l'obligation alimentaire envers les ascendants qui est la plus intéressante pour nous au regard du contexte actuel. En effet, avec le vieillissement de la population, on va retrouver des familles parfois avec 4 générations, c'est-à-dire avec des arrière-grands-parents, d'où un réel besoin de prise en charge de ces ascendants. Mais comment fonctionne cette solidarité familiale exactement ? Alors pour faire simple, au sein de la solidarité familiale, on va retrouver une obligation alimentaire. Cette obligation alimentaire, c'est une obligation légale de fournir aux membres de la famille dans le besoin une aide matérielle qui leur est indispensable pour vivre. Il faut entendre cette notion de façon assez large puisque la notion d'aliment va finalement comprendre tous les besoins fondamentaux de l'ascendant, donc que ce soit les besoins relatifs à la santé, à l'hébergement ou encore à la nourriture. Ainsi, elle va permettre aux personnes dans le besoin et plus particulièrement aux personnes âgées de pouvoir réclamer une pension alimentaire à leur famille pour les aider à maintenir un niveau de vie correct au quotidien. D'accord, donc si je comprends bien, il s'agit de faire prendre en charge les besoins des personnes, et tout particulièrement des personnes âgées, par leur famille, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et même si cette solidarité familiale s'adresse à tous les membres de la famille, on voit bien que c'est essentiellement les ascendants qui vont en bénéficier. Par ailleurs, les premiers débiteurs de cette obligation, ce sont les personnes qui se trouvent en ligne directe, c'est-à-dire les enfants, mais aussi les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Ce mécanisme va permettre à l'État de responsabiliser davantage les individus en intervenant qu'en cas de défaillance de la famille. D'accord. Est-ce que finalement on peut dire que l'État et la famille sont complémentaires en quelque sorte? Oui, d'une certaine façon, on va voir qu'il y a une complémentarité entre l'État et la famille, ce qui ressort tout particulièrement des aides qui sont dites remboursables. Toutefois, le rôle de l'État n'est pas de se substituer à la famille, mais véritablement de renforcer ces solidarités en évitant de faire peser une charge trop lourde sur les débiteurs de cette obligation alimentaire. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces aides remboursables, s'il vous plaît? Oui, alors pour faire simple, les aides remboursables, ce sont des allocations qui vont être fournies par l'État aux personnes âgées dans le besoin et qui seront par la suite récupérées sur leur succession. Est-ce que tout le monde peut en bénéficier? Alors, tout le monde ne peut pas en bénéficier car il s'agit d'une aide qui est subsidiaire. Il y a des conditions qui doivent être respectées. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on ait une personne âgée qui se trouve dans un état de besoin et qui ne puisse pas répondre par elle-même à ses besoins. Et ensuite, il faut que la famille de cette personne ait été mobilisée sans succès. D'accord, donc ce que vous me dites, c'est que même si la personne n'est pas capable de subvenir à ses propres besoins, mais que sa famille, elle, a les ressources nécessaires, ces aides ne lui seront pas proposées, c'est bien ça? Oui, tout à fait, car les mesures remboursables n'apparaissent qu'en dernier recours. Donc c'est seulement lorsque la famille est défaillante que l'État va octroyer de telles aides. Il ne serait pas envisageable de permettre à tout le monde de bénéficier de ces aides sans condition. L'État est véritablement un moyen de suppléer à la famille et non pas une alternative à celle-ci. Mais puisque ces aides sont remboursables, c'est-à-dire que donc l'État va en récupérer le montant sur la succession, quel est leur intérêt concrètement? Alors concrètement, on a un intérêt très pratique car on voit bien que l'État va accorder ces aides comme une sorte d'avance qui va être faite aux familles et qui vont leur permettre de rembourser plus tard avec des fonds qui ne sont peut-être pas disponibles pour le moment. Donc si on prend l'exemple d'une personne âgée qui est propriétaire d'un appartement et qui a des difficultés pour financer ses soins de santé, on ne pourrait pas demander à cette personne de vendre son appartement pour pouvoir payer ses soins, car ça ne ferait qu'aggraver sa situation. En revanche, si l'État accorde des aides pendant toute cette période de difficulté à la personne âgée, il pourra par la suite récupérer sur la succession de cette personne les fonds, sans avoir aggravé donc la situation de la personne âgée. Merci beaucoup Pauline. Aurélie, est-ce que vous pourriez nous décrire finalement comment fonctionne cette récupération des aides avancées par l'État sur la succession, s'il vous plaît? Oui, alors en droit français, la transmission successorale est basée sur un principe qui est celui de continuation de la personne. Donc lorsqu'une personne décède, ses héritiers ont vocation à recueillir l'ensemble du patrimoine qui compose l'actif de la succession, mais ils sont également obligés au passif. Dans le cadre de ces aides qui nous intéressent aujourd'hui et qui sont allouées par l'État dans le cadre de la solidarité familiale, comme Pauline nous l'a dit juste avant, elles constituent une avance qui est faite par l'État à des personnes âgées qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins ni par elles-mêmes ni avec l'aide de leur famille. Donc il s'agit d'une dette qui sera inscrite au passif de la succession. D'accord, mais comment s'opère concrètement cette récupération sur la succession ?
Alors la récupération est effectuée auprès des héritiers. On entend par héritier les personnes qui vont avoir vocation à recueillir la succession ou les légataires ou donataires auxquels le défunt aura voulu céder tout ou partie de son patrimoine. La récupération s'effectue à hauteur des quotes-parts qui sont allouées à chaque héritier dans la succession et elle va se limiter au montant total de l'aide qui aura été perçue par son bénéficiaire, à concurrence de l'actif net de succession après déduction faite des dettes et frais. On peut également noter que si un héritier décidait de renoncer à la succession, il ne se retrouverait pas engagé au remboursement des aides sociales. D'accord. Donc vous venez de nous décrire le mécanisme de la récupération, mais concrètement, est-ce que vous pourriez nous indiquer sur quel bien du patrimoine s'opère ce calcul ? Oui, alors la récupération de ces aides sociales est effectuée d'une part sur l'actif net de succession. Pour obtenir l'actif net successoral, on va prendre l'ensemble des biens qui composent le patrimoine, auquel on va venir déduire le coût de la succession ainsi que les éventuelles dettes pour obtenir la masse que les héritiers devront se partager. D'autre part, depuis une loi de 2015 sur l'adaptation de la société au vieillissement, on peut également effectuer cette récupération sur les primes versées sur les contrats d'assurance vie après les 70 ans du bénéficiaire de l'aide. Cela veut dire que concrètement, si une assurance vie est souscrite avant les 70 ans du bénéficiaire, elle ne pourra pas être prise en compte pour le calcul de la récupération, mais en pratique, cela pourrait être différent. Et quelles sont les aides concernées par cette récupération opérée par l'État ? Alors, les aides sociales qui sont accordées aux personnes âgées ne sont pas toutes récupérables. Celles qui le sont l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASI, l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées, ainsi que les aides sociales à domicile, par exemple le portage de repas ou des aides ménagères. Et dans quelle proportion est opéré le remboursement ? Je veux dire, est-ce qu'il est systématiquement complet ? Alors non, pour commencer, la récupération ne sera pas systématique. Les commissions concernées peuvent décider de la mettre en œuvre ou alors pas du tout. Elles peuvent également décider d'en diminuer le montant et cette décision sera prise notamment en prenant en compte le degré de besoin des héritiers ainsi que le comportement de ces héritiers qui auront été débiteurs de l'obligation alimentaire. D'autre part, la récupération effective va varier en fonction des départements qui vont la mettre en œuvre. Par contre, si on décide de mettre en œuvre cette récupération, il faudra encore différencier en fonction des différentes aides sociales. Dans le cadre de l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que de l'ASI, l'allocation supplémentaire d'invalidité, la récupération ne pourra avoir lieu que dans l'hypothèse où l'actif net de succession présentera un montant supérieur à la somme de 39 000 €. Par contre, dans le cas de l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées, celle-ci est récupérable dès le premier euro, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni seuil ni abattement. La totalité de la somme devrait être remboursée dès l'instant que l'actif net successoral le permettra, bien sûr. Mais que se passerait-il, par exemple, dans l'hypothèse d'une succession déficitaire ? Alors, s'il n'existait plus de patrimoine ou alors un passif important, l'État ne serait pas en mesure de récupérer les sommes avancées. À ce moment-là, les héritiers ne seront pas tenus sur leur propre patrimoine, donc la récupération ne sera pas possible. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le bénéficiaire d'une telle aide puisse être tenté de diminuer volontairement son patrimoine afin de faire barrière justement à ce système de récupération ? Oui, alors ce problème se pose fréquemment en pratique. Il arrive que les personnes âgées, qui sont bénéficiaires des aides sociales, décident de placer volontairement leur denier sur un contrat d'assurance vie ou alors fassent donation des biens qui composent leur patrimoine de leur vivant. De cette manière, au moment de la succession, il n'existe plus d'actifs, donc l'État ne peut pas récupérer les sommes avancées. Par contre, dans ces cas de figure, on peut requalifier le contrat d'assurance vie en donation indirecte. De cette manière, il pourra être réintégré à l'actif net de succession et ainsi faire l'objet de la récupération. Cependant, ce mécanisme rend l'assurance vie quelque peu dangereuse car on ne pourra pas savoir par avance si le résultat escompté sera atteint ou non. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Aurélie. Merci à vous. En plus de ces aides remboursables, il existe des aides qui ne feront pas l'objet de restitution, que l'État accorde aux personnes âgées dans certains cas. Nous accueillons maintenant Alice, elle aussi étudiante en Master 1, qui nous expliquera leur fonctionnement. Bonjour Alice, merci d'être avec nous. Bonjour Diane. Alice, vous allez nous parler des aides qui sont dites non remboursables. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui les différencie des aides remboursables que l'on vient de voir à l'instant ? Alors pour commencer, comme leur nom l'indique, ces aides non remboursables ne doivent pas être restituées. Donc en fait, c'est dû au fait que contrairement aux aides remboursables, ce sont des aides compensatrices, donc c'est-à-dire qu'elles viennent réparer un déséquilibre.
Donc il s'agit d'aides exceptionnelles qui sont accordées par l'État à des personnes dans des situations sociales, économiques ou de santé difficiles. Donc il peut par exemple s'agir d'une situation de handicap ou d'une dépendance. Donc ces aides non remboursables sont ouvertes à tous dès l'instant que les conditions sont réunies. Donc il faudra justifier de la situation de difficulté qui ouvre le droit à une telle aide. Et finalement, il faut ajouter que contrairement aux aides remboursables, elles ne sont pas liées à une défaillance de la famille qui viendrait être comblée par l'État. Donc ce que vous me dites, c'est que tout le monde peut en bénéficier, quelles que soient les ressources des personnes qui demandent d'en bénéficier ou les ressources de leur famille. Mais concrètement, pourquoi ces aides existent ? Alors elles existent parce que tout d'abord, il est du rôle de l'État d'assurer une protection minimum aux personnes vulnérables et de réparer les déséquilibres qui ne doivent pas être supportés trop lourdement par la famille. Donc ce sont des aides qui sont considérées comme étant particulièrement indispensables, car on a pu se rendre compte que certaines personnes renonçaient à demander des aides pour ne pas priver leurs héritiers d'une partie de leur héritage à venir. Donc pour les situations les plus graves, c'est l'État qui assume en ne demandant pas de remboursement. Donc dans ces cas-là, on n'apprécie que la situation de la personne pour lui accorder ou pas l'aide, et ses ressources personnelles ne seront appréciées qu'après pour qu'elle participe éventuellement à l'aide qu'elle reçoit. D'accord. Et auriez-vous un exemple d'une telle aide qui pourrait être utile aux internautes qui nous regardent ? Alors oui, un exemple d'une telle aide est l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc c'est une aide qui est particulièrement emblématique de la problématique du vieillissement. Donc pour vous expliquer brièvement, pour pouvoir y avoir droit, il faut être âgé d'au moins 60 ans et d'être dans une situation de dépendance. Excusez-moi de vous interrompre, mais qu'est-ce que vous appelez une situation de dépendance ? Alors en fait, la dépendance est appréciée selon une grille qui s'appelle la grille Agir, et cette grille prévoit 6 groupes établis selon différents critères permettant d'évaluer les besoins d'aide. Et donc la personne dans le premier groupe sera la personne dont l'état de dépendance sera le plus avancé, et donc celle qui aura le droit au montant d'aide le plus élevé. Et quelles sont les démarches à entreprendre si on souhaite bénéficier de cette aide ? Donc pour bénéficier de cette aide, il faut vous procurer un formulaire de demande d'APA auprès de votre mairie, département ou d'un centre d'information local dédié aux personnes âgées. Donc un certain nombre de documents sont à joindre à cette demande. Et en fait, après réception de votre demande, une équipe médico-sociale est chargée d'apprécier la perte d'autonomie de la personne ainsi que le besoin de répit des proches aidants. Et en fait, à l'issue de ces procédures, si la personne est considérée comme étant dépendante selon les critères Agir, un plan d'aide est proposé. Merci Alice, je pense que nous avons fait le tour de la question. Pourriez-vous simplement rapidement refaire le point sur les 2 types d'aides que nous venons de voir et puis surtout nous expliquer en quoi finalement cette problématique d'aide sociale accordée aux personnes âgées est une problématique très actuelle ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on voit que dans le cadre du vieillissement de la population en France, les besoins des personnes âgées sont de plus en plus importants. Donc, pour y répondre, on a plusieurs types d'aides qui existent, donc les remboursables et les non remboursables. Donc, comme on l'a vu précédemment, elles ne répondent pas aux mêmes objectifs, puisque pour les unes, il s'agit de combler un déficit de la famille, et les autres, réparer un déséquilibre. Donc, tout d'abord, bien évidemment, l'État ne peut pas prendre en charge la totalité des personnes âgées seules, et par le biais de la solidarité familiale, il fait participer la famille à l'entretien de ses aïeux. Car en effet, la prise en charge des personnes âgées dépendantes, dont le nombre a énormément augmenté depuis ces 10 dernières années, est une des causes principales du déficit de la sécurité sociale, donc il ne peut plus assumer à elle seule les dépenses. Mais malheureusement, bien souvent, le recours à la famille n'est pas suffisant, car celle-ci n'a pas les moyens de prendre en charge son parent, ou alors ne peut pas prendre en charge la totalité de ses besoins. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaissent les aides remboursables. Donc elles peuvent être demandées par la personne dans le besoin, mais elles ne sont que des avances, et donc elles seront récupérées sur la succession, les donations antérieures, les legs et éventuellement les assurances vie. Et pour finir, il y a les aides non remboursables, donc qui ne sont pas liées à la solidarité familiale puisqu'elles ne dépendent pas des finances de la personne ou de sa famille, mais comme on l'a vu, d'une situation de déséquilibre, donc dans le cas de l'APA par exemple, de la dépendance. Mais ces aides sont plus rares car le principe est celui de la solidarité familiale, donc de la prise en charge de la personne par sa famille. Merci beaucoup Alice pour toutes ces précisions. Il me semble qu'il est important de rendre abordables ces mécanismes peu connus et qui finalement nous concernent tous. Merci encore à Aurélie, Pauline et Alice d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous de nous avoir suivis.